Victoria, bonjour. Bonjour Cyril. Merci de participer à cette interview objective. Pour cette nouvelle saison, on va parler des sujets plutôt digitaux. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi Proprio? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir pour cette interview, Cyril. Donc, je m'appelle Victoria. Je suis Chief Growth Officer chez Proprio. Donc, quelle est cette fonction? C'est une fonction avant tout managériale et de stratégie qui englobe le marketing, la communication, les inside sales et la stratégie de recrutement d'agents immobiliers, puisque nous sommes donc une agence immobilière digitale, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'avons pas de bureaux qui ont pignon sur rue. Par contre, effectivement, une centaine d'agents actuellement qui sont présents sur le terrain en France, donc à Paris, à Lyon, à Aix, à Nantes et à Nice. Et qui travaillent du coup avec nos outils digitaux, ce qui est un peu la spécificité effectivement par rapport à des agences classiques. Et du coup, tu embrayes très bien sur la première question. Donc, Limpide et Proprio, on travaille ensemble. Et ce qui est intéressant chez vous par rapport à d'autres agences, c'est que vous avez axé la stratégie sur le digital et notamment un outil. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à d'autres agences plus traditionnelles? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que la première partie, c'est la partie B2C, donc la partie très apparente, hein, donc à la fois du site et ensuite de l'espace client. Très bêtement, en fait, le constat est un petit peu de dire que aujourd'hui, qu'on vende un appart ou qu'on prenne un rendez-vous chez le médecin, finalement, le besoin est le même. Il faut que ce soit fluide, que ça s'intègre bien dans le quotidien en fait, de nos clients et que ce soit transparent. Donc en gros que voilà, l'expérience soit vraiment au centre, que ce soit pas compliqué d'accès, que ce soit pas voilà, opaque. Et raison pour laquelle typiquement ce qu'on a mis en place, c'est la prise de rendez-vous en ligne. À la fois voilà, que je sois vendeur et que j'ai envie que quelqu'un, donc un agent, vienne chez moi pour faire une estimation, ou alors je suis acheteur et je vois sur le site un bien qui m'intéresse, je peux directement réserver une visite pour un créneau et voilà, je vais être confirmée et avoir l'assurance que quelqu'un vienne. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une brique de ce qu'on fait. Et ensuite, je vais avoir accès à un espace client une fois que j'avance dans le process où je vais pouvoir, par exemple, gérer mes visites. Donc moi, je vends mon appartement. Je sais que le vendredi après-midi, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas disponible. Donc, je me mets en indisponible. Comme ça, aucun acheteur ne pourra, ni l'agent, ni l'acheteur, pourra prendre visite pour ce créneau-là. J'ai en même temps les récapitulatifs de toutes les visites qui se sont passées, les commentaires de mon agent qui va dire « Ah bah celui-là, très intéressant, celui-là peut-être un peu moins adapté, etc. » Et donc, c'est quelque chose qu'on répercute évidemment côté agent. Et c'est limite là, je dirais que le produit est encore plus fort. C'est qu'en fait, quand vous êtes agent aujourd'hui, vous avez une multitude de tâches à gérer. Vous avez l'aspect commercial, de relance, un peu d'animation voilà, de votre base de contact. Vous avez l'aspect très qualitatif de suivi parfois juridique du dossier, de l'estimation, l'organisation de la commercialisation du bien avec la mise en avant sur des sites tiers, prise de photos, etc. Et tout ça, c'est un peu compliqué à gérer, on va dire, sur un papier et sur un post-it, quoi. Et donc, c'est pour ça que Proprio, même bien avant que j'arrive, hein, a développé avec une équipe produit assez forte, voilà, cette application, cette app, en fait, pour nos commerciaux et qui est vraiment co-construite avec eux. Et c'est ça la différence, c'est que vous allez trouver sur le marché, évidemment, des solutions, voilà. Vous pouvez prendre un abonnement si vous êtes en indépendant ou que vous êtes une petite agence et qui souvent ne correspondent pas tout à fait vraiment à tous les besoins et qui surtout n'évoluent pas vraiment dans le sens en fait des agents au fil de l'eau. Alors que donc, nous, là, on fait un point d'honneur, c'est vraiment d'intégrer l'expérience, en l'occurrence agent, tous les jours dans les roadmaps pour en faire le produit le plus puissant et leur faire gagner du temps dans leur démarche client.
En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est en lien avec la méthode limpide, forcément, c'est de placer l'utilisateur au centre pour avoir une expérience, une digitalisation du process qui est fluide et qui corresponde vraiment à un besoin et ne pas faire l'inverse, proposer quelque chose Ouais, à des gens, ouais, mais un peu global. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant chez Proprio, c'est que vous avez une dimension qui est double. La cible client final, acheteur ou vendeur, et la cible agent, puisqu'on leur propose exactement. un service digital à ces deux cibles. Et toi, du coup, dans ton job chez Proprio, tu travailles sur tous les aspects digitaux d'acquisition, entre autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, pour la Ouais. refonte du site, entre autres. Et toi, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelles ont été les étapes clés, justement, depuis ton arrivée pour cadrer tous ces sujets-là? Parce que forcément, on a plusieurs cibles, on a plusieurs projets, rebranding, site dont tu peux parler. Comment est-ce que toi, tu t'es arrivé à proposer étape par étape quelque chose qui fonctionne? Yes. Alors, donc, si on se concentre effectivement sur la partie digitale, donc comme tu disais, on a fait chez Proprio un rebranding, puisqu'on avait pivoté, hein, donc on avait une stratégie dite low cost il y a encore 2 ans, mais qu'on a abandonné, voilà. Et donc, il était grand temps effectivement qu'on mette aussi à jour un peu notre identité, y compris l'expérience digitale. Et c'est là que j'avais fait appel à Limpide, avec qui j'avais déjà bossé donc, auparavant dans ma précédente entreprise, donc Accolade. On avait également fait un rebranding et un site ensemble. Et donc, pourquoi effectivement j'ai choisi de rebosser avec vous et qu'est-ce qui a fait que c'était un fit. Je pense que c'est vraiment dans la nature de ce que tu disais du fait d'être user-centrique, et notamment pour la partie digitale, de se baser sur de la data. Parce que c'est vraiment ça ce qui est génial en marketing digital. Je pense que j'apprends rien à personne, hein, mais c'est de pouvoir assez rapidement mesurer en fait si ce qu'on met en place porte vraiment fruit. Et donc là, ce qu'il y avait en fait sur le site Proprio en particulier, c'est qu'il y avait un back-end relativement fort et costaud et qui n'était pas forcément administrable par le marketing. Et donc, moi, mon premier enjeu, c'était de rendre justement ce site plus customisable, plus administrable par le marketing pour pouvoir justement répondre à cette exigence du customer centric et pour pouvoir assez rapidement réagir, mettre en place des pop-up, des bannières, rajouter une page sans voilà, devoir faire un process interne de 3 semaines pour créer un truc, mais pour pouvoir être assez agile là-dessus en fait. Et donc, en même temps, qui dit back-end un peu costaud et peut-être voilà, un peu difficile à manœuvrer pour une équipe market, dit aussi richesse de data. Donc, on avait déjà, heureusement, pas mal de données sur les parcours clients, sur l'utilisation, sur les canaux d'acquisition, etc., qui nous ont permis, du coup, de prendre les bonnes décisions. Et typiquement, là, voilà, c'est très en lien avec la mission, on va dire, de la boîte, hein, c'est de rendre vraiment l'expérience de vente et d'achat immobilier la plus fluide possible. C'est comme ça aussi qu'on a orienté le site, c'est-à-dire que plutôt que d'être sur quelque chose d'assez corporate ou oui, voilà, en fait, d'une boîte low cost où on va dire, limite, peu importe le look, ou limite plus le look est un peu fait maison, mieux c'est. On a changé du coup cette stratégie-là pour aller vers quelque chose de très quali, de très à la fois design, mais sans que ce soit non plus trop lourd et trop comme c'est pas le site d'un musée non plus, hein. Mais où on allie en fait vraiment les meilleures tendances de l'UX avec un peu l'input de l'agence créa. Parce que comment est-ce qu'on avait bossé, et ça je pense que c'est aussi important de le mentionner, c'est que on avait une agence créa qui a fait vraiment tout le brief, toute l'identité de marque, les déclinaisons, même les campagnes de pub, etc. Et par contre, sur la partie UX, j'ai volontairement donc fait appel à Limpide, puisque justement, je voudrais que l'expérience digitale prime et en gros le parcours utilisateur prime sur un peu l'idée créa, quoi. Et je trouve que là, on a trouvé un très, très bon compromis et qui se solde d'ailleurs en plus de trafic, en plus de clics. Donc, pour le moment, je dirais que c'est plutôt réussi. Oui.
Top. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'après une refonte, on a plus de trafic et plus de conversions parce que Carrément. forcément, quand on bosse sur des sujets UX, c'est l'objectif. Et en plus, ça fait écho avec votre produit digital, votre espace client. C'est-à-dire que, bah, en fait, si on a un produit qui est basé sur l'utilisateur, qu'on veut améliorer l'expérience client, l'expérience acheteur, l'expérience vendeur, bah, en fait, il faut aussi le retranscrire sur ce qui est visible, le site internet. Et du coup, c'est des questions, ces sujets-là d'expérience, de sujets comme ça, c'est souvent des questions qui sont posées, qui nous sont posées, nous, par les directeurs digitaux ou marketing qu'on rencontre. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour poser, pour ces personnes-là qui nous écouteront, je l'espère, et pour poser justement toute cette stratégie, cette priorisation, cette vision UX ou branding, enfin voilà, comment est-ce que tu pourrais donner quelques clés aux personnes qui nous regardent pour bien gérer leur projet? Alors, après, évidemment, c'est des conseils subjectifs et voilà, j'ai une petite dizaine d'années d'expérience professionnelle. Je n'ai pas non plus 30 ans. Donc, on se reparle peut-être dans 20 ans, Cyril, pour du coup, l'épisode 2. En revanche, évidemment, il y a quelques trucs voilà, dont moi, je suis convaincue que j'ai appris au cours effectivement des années et plusieurs rebrandings que j'ai pu mener. Le premier, ce serait data, data, data. C'est voilà, prendre vraiment la base et ne jamais croire voilà, au premier coup d'œil ce qu'on voit, mais toujours regarder vraiment quelle est la base chiffrée. Est-ce que j'ai vraiment autant de trafic? Est-ce que c'est vraiment aussi super que ce que ça en a l'air? Ou est-ce que c'est vraiment aussi mauvais que ce que ça en a l'air? Et quelles sont les causes? En fait, de vraiment connaître intimement son trafic et ensuite aussi du coup son CRM, hein, donc la data client, quel type de client j'attire, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui convertit bien, qu'est-ce qui marche pas, identifier les causes. Donc d'être aussi assez rigoureux sur le tracking. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est plus difficile parfois ce qu'on pense parce que évidemment autant de data, autant d'interprétation, autant de donneurs aussi au sein d'une entreprise. Donc moi je dirais que c'est très important qu'on se mette d'accord avec à la fois les personnes auxquelles on reporte et avec les N-1, avec les autres équipes sur un dataset qu'on va regarder un peu toutes les semaines ou tous les mois ensemble. Et on est d'accord qu'on appelle voilà, tous les éléments clés, donc les KPIs, de la même manière. Ce que l'un appelle un lead, c'est peut-être déjà un rendez-vous pour l'autre. Ce que l'un va appeler un prospect ou un client, en fait, non, c'est quelqu'un d'inactif depuis 2 ans. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur déjà le setup de la terminologie, de la data, et ensuite, évidemment, sur l'interprétation. Et la deuxième chose, moi qui viens plutôt d'un background créatif et voilà, un peu artistique, c'est évidemment de faire confiance à son intuition. Parce que si on faisait tous la même chose et si on était tous des fichiers Excel dans la tête, voilà, un monde de matheux, je pense que tous les sites se ressembleraient et tous les parcours clients se ressembleraient et toutes les brands finalement seraient à peu près la même chose. Et c'est ça la partie qui est hyper intéressante pour moi et pourquoi j'adore tant mon job, c'est que ça allie justement la partie un peu cerveau gauche et la partie très créative qui permet de parfois tester des choses et de se dire, en fait, intuitivement, oui, c'est peut-être moche, mais faisons ce bouton quand même parce que ça a l'air de marcher côté data. Et inversement, il y a un truc qui est trop moche sur mon site, c'est subjectif, oui, mais du coup, changeons. Et c'est pas les maîtres qui vont me dire, c'est juste les maîtres qui vont me dire derrière si j'ai eu raison ou pas. Et c'est pas les chiffres qui vont me dire d'abord ce qu'il faut faire. Donc, c'est ces deux conseils-là, hein. C'est être rigoureux sur la data et deuxièmement, avoir un tant soit peu d'intuition créative pour faire les choses différemment des autres, quoi. Et c'est marrant parce que ça fait écho, ça me fait penser à un sujet qu'on avait traité en interne. Nous, c'était quand on a démarré nos talks, donc on crée beaucoup Mmh. de contenu autour de ce qu'on fait. Quand on avait démarré nos talks, avant le Covid, c'était des événements en physique à l'agence. Et on s'était dit, bon, OK, on est une agence, il faut qu'on fasse un mailing d'invitation hyper créatif, hyper poussé. Et finalement, on se disait, bah, testons un truc beaucoup plus simple, une relance mail classique, enfin, via un emailing pour en Ouais. envoyer à la base entière, mais un mail texte qui fait beaucoup plus naturel, sans prise de tête.
on a testé les deux supports et en fait, on s'est rendu compte que notre taux d'inscription était beaucoup plus élevé sur le mail texte. Donc, parfois, on Ah, c'est pas intéressant. Ouais. et en fait, on se rend compte que ce qui est la norme, entre guillemets, ne fonctionnera pas dans un contexte et fonctionnera dans un autre. C'est hyper intéressant. C'est comme les newsletters. Hein. Tout le monde pensait que c'était un format moribond et qu'à partir de 2015, plus personne voulait recevoir des news. Et aujourd'hui, c'est un peu la renaissance où il y a certaines boîtes, même entre les Snowball, les Finery, les je sais pas comment, se créent que grâce à des news ou même voilà, des formats plus journalistiques, etc. Une grosse communauté. Hein, donc, Ouais, nous on le voit aussi sur notre news, pas pareil, on pensait peut-être l'arrêter et en fait on se rend compte qu'on a un taux d'inscription hyper élevé et notre base elle est organique de manière assez impressionnante. Et c'est vrai que c'est un format qu'on voit revenir. Et pareil, sur ce que tu disais sur la data, ça a fait écho avec un projet client cette fois, où on avait lancé un projet avec une boîte que je ne citerai pas, et on avait refondu un site. Et lors de la veille de la mise en ligne, on a un membre de la direction qui nous dit, en fait, non, moi je sais que mes utilisateurs parlent tous anglais, je veux qu'on le mette en ligne uniquement quand on aura la version traduite. Parce qu'on avait la version française, mais pas encore la version anglaise. Et, et en fait, en se basant sur la data, on est allé voir que le trafic du site internet, la version anglaise, donc l'ancien site en anglais, ne générait que 2% du trafic. Et en fait, c'était assez drôle parce que lui, en contact client, avait des gens qui parlaient anglais. Donc, il s'était dit qu'il fallait absolument sa version anglaise avant la mise en ligne. Sauf que la réalité, c'est que sur le digital, en fait, on n'avait que leurs clients français. Et donc, du coup, cette prise de décision par la data, toujours intéressante parce que forcément, ça permet de relativiser et d'avoir une vision très objective pour faire un jeu de mots avec cette interview. Et, et du coup, sur tous ces sujets-là, tu nous as évoqué quand même pas mal de choses. Depuis que tu es arrivé chez Proprio, tu as mis en place pas mal de sujets, hein, rebranding, refonte, de l'acquisition. Est-ce que tu as une victoire dans tes projets dont tu es assez fier et dont tu aimerais parler avec nous aujourd'hui? Alors, je pense que oui, effectivement, c'est la réussite, si on peut dire, de la stratégie omnicanal sur la nouvelle marque. Comme je disais, donc, on a observé à peu près 40% de plus de trafic et qui s'est maintenu dans le temps. Donc, on avait fait effectivement le site avec vous. On avait fait tous les supports en interne, tout ce qui est goodies, merch, intranet, compagnie rebandée. Et en plus, on avait consacré ça par une grande campagne publicitaire dans les 4 villes où on était présente à l'époque. Et donc, évidemment, l'intuition, ce serait de dire, OK, effectivement, le temps de la campagne et peut-être 1-2 semaines après, j'ai un pic de trafic, j'ai beaucoup plus de leads, j'ai beaucoup plus d'interactions, abonnements, réseaux sociaux, etc. Et derrière, assez vite, ça va redevenir à la normale et je suis obligée de mettre de leads dans la machine. C'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on a maintenu, notamment là, je parle vraiment de la partie digitale, un niveau de trafic qui est plus élevé que ce que c'était avant cette campagne. Donc, ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire que oui, effectivement, il faut faire, quand on met en ligne un nouveau produit, une nouvelle plateforme, un nouveau site, il faut faire de la pub. Voilà. C'est toujours ce que je dis toujours aux équipes, c'est qu'il faut faire 3 fois plus d'efforts dans la promotion que dans la création. Deuxièmement, ça veut aussi dire que la création à la base, le produit était bon. Parce que sinon, on aurait un effet de ah ouais, c'est cool, on a vu le site, mais finalement, c'est pas très intéressant. Google aussi, évidemment, se rend compte qu'il y a plein d'utilisateurs qui vont juste regarder et faire un exit direct, mais c'est pas le cas. Et donc ça, pour moi, c'est un gage entre guillemets de qualité quand même de l'UX du site et qui veut dire qu'on a fait des choses qui sont pas si mauvaises que ça, puisque les utilisateurs passent plus de temps, donc on a un peu plus de page views, c'est pas énorme, mais un petit peu quand même, un peu plus de temps de dwell time, comme on dit, sur le site. Et du coup, in fine, un trafic un peu accru et qui d'ailleurs vient pas juste, par exemple, du canal paid. Parce qu'évidemment, on fait aussi plus d'acquisitions payantes, mais la répartition, on va dire, du trafic est restée la même. Donc, on n'a pas artificiellement augmenté un canal ou
ou fait un truc SEO incroyable qui commence à percer et que derrière, ça va retomber. Mais c'est plutôt pérenne pour le moment. Donc, Ça, c'est hyper intéressant parce que on le voit souvent, hein, une campagne de communication, notamment la campagne que vous aviez faite, qui était pas mal, hein, dans le métro, on voyait un peu partout. Et, ouais. on voit un pic d'audience, ça c'est sûr, mais le défi justement, c'est de ne pas toujours avoir à réinjecter de l'argent et d'être sur un même niveau. Donc c'est super de pouvoir retenir les gens. Et après, là, l'étape 2, ça sera, j'espère pour vous, pour la suite, c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire de Exactement. garder ce qui fonctionne et de faire des micro-optimisations pour éviter de se retrouver dans 2, 3 ans, 4 ans à se dire, bon, OK, le site a bien vécu et il faut le refondre. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'avais opté pour justement un site plus agile dans sa façon déjà dans le setup en fait, pour pouvoir s'adapter assez rapidement. Et là, le prochain gros enjeu, c'est évidemment la création de contenu plus massive. Aujourd'hui, on a un guide vendeur, guide acheteur, voilà, qui marche très bien. Donc l'idée, c'est de faire la même chose sur d'autres thématiques, sur d'autres clusters en fait. Parce qu'on voit que vraiment, évidemment, ce qui est le plus rémunérateur de notre temps, c'est le SEO. Hein. Faut pas se mentir, c'est un investissement qui voilà, met un peu de temps à fructifier. Mais une fois que c'est en place, ça marche quand même très, très bien. Donc, ça, c'est le prochain gros challenge. Et justement, enfin, sur le SEO, on le sait tous, hein, autrefois, c'était que le contenu qui jouait. Aujourd'hui, c'est évidemment aussi l'architecture du site, c'est l'UX. Donc, si on a un site qui n'est pas bon à ce niveau-là, à la base, c'est pas la peine en fait d'investir massivement pour créer X contenu. Par contre, quand on a voilà, un bon site de base qui a un bon ranking, puisque le site speed est bon, parce que l'arborescence est bien faite, parce que les fichiers images sont bien hébergés, etc. Là, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment, en proposant du contenu intéressant. Ouais, effectivement, c'est une bonne conclusion pour, pour nos auditeurs. Refondre un site, c'est bien, le faire vivre dans le temps, c'est mieux. Et en tout cas, je vous invite à aller voir le site de Proprio et de nous faire aussi des retours. C'est toujours sympa d'avoir des retours utilisateurs. Carrément. Et si vous avez des projets immobiliers, n'hésitez pas à les contacter. Et des projets digitaux à C'est nous gentil. contacter. Et inversement, exactement, j'aime bien faire la pub de Limpide parce que la collaboration s'est vraiment très, très bien passée. Et voilà, on souhaite aller encore plus loin. Donc, au plaisir d'échanger effectivement avec vous si vous avez des questions ou des idées sur notre site, évidemment. Je serais ravie d'échanger avec vous. Carrément. Merci beaucoup, Victoria. Et puis Merci. À bientôt. Au revoir.